Le monde est plongé dans ce grand chaos qu'est le néolibéralisme. Le terme est connu, on en parle à peu près tout le temps, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nous? On nous explique, bien naïvement, que le libéralisme, c'est le modèle de la liberté. Un modèle de libération du capital et des marchandises, régulé par la magie du marché, qui s'auto-équilibrerait naturellement par le jeu de l'offre et de la demande, guidé évidemment par la fameuse main invisible. Mais en réalité, ça fait longtemps qu'on a dépassé ce modèle, puisqu'aujourd'hui, on a plutôt affaire à un détournement de l'État au profit du marché. Autrement dit, il y a de la régulation économique, il y a de l'interventionnisme, contrairement à ce qu'on entend, mais c'est pour aider les banques ou subventionner les grandes entreprises. Ça signifie aussi que si les inégalités se creusent, c'est pas la conséquence mécanique, irrépressible d'un système économique qui récompense les plus méritants et sanctionne les moins utiles. Non, c'est parce qu'il y a une volonté politique que ça se passe comme ça. Le modèle économique est conçu pour récompenser les milliardaires oisifs au détriment des travailleurs. Il offre une fortune au directeur marketing d'une multinationale de vente de cigarettes, mais paye avec un simple SMIC nos infirmières qui ne comptent pas leurs heures. On a voulu concentrer l'argent d'un seul côté, celui des puissants, avec comme justification technique et morale que cet argent allait ruisseler dans toutes les couches de la société. Alors ça paraît ridicule, surtout après l'expérience accablante des 40 dernières années, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui encore, tout se base là-dessus. Le système a donc été pensé pour enrichir les plus riches, sur la base d'une idéologie qui relève de la croyance, pour ne pas dire de la pensée magique. Il a été pensé pour être inégalitaire, et une bonne illustration de cette dérive, c'est la fameuse phrase de Jacques Delors, un des pères fondateurs de l'Europe néolibérale, qui disait « Une société progresse aussi grâce à ses inégalités ». Et on va voir justement dans cette chronique le bilan des inégalités en France sur la base de données qui ne sont absolument jamais présentées au grand public, des données que l'INSEE lui-même refuse de communiquer et qu'il a donc été très difficile de récupérer. On a pu pénétrer dans le monde opaque de la fortune des 1%, même des 0,1%, et vous allez voir que ces chiffres exceptionnels dévoile les intentions derrière la politique menée en France ces dernières années, à savoir créer un paradis pour les ultra-riches grâce à la financiarisation de l'économie et à la complicité des décideurs politiques. Il y a 3 choses qu'il faut regarder pour prendre la mesure de la situation: les inégalités de patrimoine, les salaires exorbitants des PDG et bien sûr les inégalités de revenus. On va commencer par là. Quand on parle de revenus, ici on parle de l'ensemble des ressources perçues en monnaie ou en nature par un individu ou une entreprise en contrepartie d'un travail, d'une activité ou de l'immobilisation d'un capital. On va raisonner en revenu national moyen par adulte. Et pour comprendre le creusement des inégalités de revenus, donc en gros l'évolution de la répartition du gâteau, il faut déjà regarder la taille du gâteau. Parce qu'en quelques années, cette taille a littéralement explosé. Le revenu national moyen a été multiplié par plus de 6 depuis 1900. Il est passé de 600 € à 3 700 € par mois en 2022. Alors attention, il ne faut pas confondre moyenne et médiane. La moitié des Français gagnent moins de 2 000 € par mois et au minimum 8% vivent sous le seuil de pauvreté. Mais la moyenne monte à 3 700 € parce qu'à l'autre bout, il y a des revenus astronomiques qui déséquilibrent la balance. En tout cas, il y a bien eu une croissance phénoménale des revenus en 2 siècles qui s'explique par la révolution industrielle dans un premier temps, puis par le décollage très clair au moment des 30 Glorieuses qui ont connu un taux de croissance annuel de plus de 6%. Cette croissance s'est progressivement effondrée à partir des années 70 pour tomber à 1%. Et depuis 2008, le pays est enfoncé dans la stagnation avec une croissance rachitique de 0,1% payée à coût de centaines de milliards de déficit public. Et pour bien comprendre l'impact que cette hausse globale des revenus a eu sur les inégalités, il faut utiliser un ratio mis au point par Thomas Piketty et ses équipes qui ont fait un travail absolument colossal de minage de données. C'est un ratio qui est fait entre le montant du revenu national perçu par les 10% qui gagnent le plus, le top 10, et le montant perçu par les 50% qui gagnent le moins, le bottom 50. Et voilà ce que ça nous donne sur 2 siècles. On remarque 5 grandes périodes. Entre 1910 et 1945, les inégalités diminuent de manière spectaculaire. La part des revenus du top 10 passe de 20 fois à 8 fois celle du bottom 50. C'est ce qu'on a appelé la grande compression des inégalités.
Il y a plusieurs causes à ça, la destruction du capital, la forte inflation de la guerre qui a laminé le revenu du patrimoine, la dépression, la mise en place de l'impôt sur le revenu et sur les successions, etc. En fait, on comprend ici que les inégalités ont baissé plus en raison de la baisse des revenus des plus riches que de l'augmentation des revenus des plus pauvres. Entre 1945 et 1967, les revenus vont exploser grâce à la croissance des Trente Glorieuses, mais les inégalités repartent à la hausse, notamment en raison de la reconstitution du capital. Puis mai 68 passe par là et marque un tournant, les inégalités rediminuent, principalement grâce à l'augmentation du salaire minimum. Entre 1983 et 2008, le pays va s'engluer dans la stagnation, la croissance patauge. C'est le moment du fameux tournant néolibéral qui va pousser les décideurs politiques à déréguler, limiter la progression des salaires, le tout sur fond d'augmentation du chômage. Et c'est finalement la crise de 2008, et plus particulièrement les politiques d'Emmanuel Macron depuis 2015, qui vont acter la hausse brutale et continue des inégalités qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui, très souvent, sont passées sous le tapis. C'est le résultat de politiques néolibérales poussées dans leurs limites, accompagnées par une forte baisse des impôts des plus riches et par des subventions aux grosses entreprises. Mais ça, on va y revenir. On a eu des nouvelles catégories de pauvres depuis 2020. Au même moment, les milliardaires, eux, ils explosent leurs revenus et leur patrimoine. Je veux dire, c'est absolument sidérant. Et tu l'as dit, c'est Macron qui a favorisé ça en supprimant l'ISF, mais aussi en pérennisant le CICE, en faisant adopter la flat tax, en supprimant l'exit tax. Enfin bref, il y a plein de dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au bénéfice des plus grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, et donc qui bénéficient à tous ces actionnaires-là. Sur la politique fiscale, on a du recul. Il y a eu des comités d'évaluation. Que nous ont-ils dit? Ils nous ont expliqué que les allégements de cotisations sociales, fiscales, etc., ça n'a pas du tout créé d'emplois. Si vous voulez favoriser l'économie réelle, vous conditionnez les aides fiscales que vous donnez aux entreprises au fait que ça se réinvestisse dans l'économie. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Sauf que comme vous n'avez pas fait ça, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste gonflé les dividendes des grandes entreprises, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, les actionnaires. Ce ratio, il nous permet donc de voir les grandes tendances, mais reste encore à comprendre dans le détail comment la répartition des revenus s'opère. Pour ça, on va découper la population en 10 fractions égales, qu'on appelle des déciles, et qui vont nous permettre de mettre en lumière 3 groupes. Le bottom 50, c'est la moitié de la population qui gagne le moins, le top 10 et top 1, les personnes gagnant le plus, et entre les deux, on a le middle 40. Et voilà ce qu'on obtient. Les 50% de la population qui gagne le moins n'ont que 20% des revenus, alors que c'est souvent ceux qui ont les métiers les plus pénibles, tandis que les 10% qui gagnent le plus possèdent 35% des revenus. Le bloc central des classes moyennes obtient pour sa part 45% des revenus, ce qui est relativement équilibré. Et si on regarde l'évolution récente, on constate assez facilement que l'augmentation des hauts revenus pour les plus riches, le top 10%, a été très forte depuis 1995, plus 35% quand même, c'est nettement plus que pour les autres catégories de la population. On se retrouve dans une situation où la progression des revenus des cadres est à peu près du même ordre que celle des employés, alors que celle des dirigeants explose. Il y a en fait un effet de parasitage des plus hauts revenus qui ponctionnent la part des autres groupes. C'est pour ça que leur part est presque 2 fois trop grosse par rapport à ce qu'elle devrait être dans une progression logique. Et ça, c'est un élément très important qui est souvent mal compris parce que totalement tronqué par la propagande économique habituelle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on subit un gaslighting, un détournement cognitif de la part de notre classe dominante et de la part de tous ces intellectuels qui nous font toujours croire que nous sommes le problème, que nous sommes le poids, que nous sommes les parasites, que c'est nous qui coûtons trop cher. Alors qu'on voit en réalité que le coût du capital nous écrase, nous écrase et puis est en train de nous mettre à terre, parce que finalement, l'appauvrissement de la population française, c'est une réalité et l'enrichissement de sa classe bourgeoise, c'est plus qu'une réalité. L'économie, c'est une boucle. Les agissements et les possessions des uns influent sur ceux des autres. Le gâteau augmente, certes, mais il n'est pas infini. Donc oui, l'argent concentré dans les mains des milliardaires, c'est autant d'argent qui sera mécaniquement retiré au reste de la population. D'où l'importance de la question de la répartition des richesses. Donc non, le souci, c'est pas que les Français sont jaloux des riches. Il y a une haine du talent, une haine du génie. Le Gaulois, réfractaire au changement. C'est que ceux qui pensent ça, là, ne comprennent rien à l'économie. Et malheureusement, c'est souvent les mêmes qu'on met à la tête de l'État. Pour illustrer l'absurdité de cette répartition,
Imaginons que le 10e décile ait un revenu moyen de 8 000 € par mois, plutôt que 13 000 €, un peu comme dans les années 70 en fait. En redistribuant ces 5 000 € économisés aux 40% de la population qui gagne le moins, on pourrait doubler leurs revenus. Jusque-là, on pourrait se dire, ok, les inégalités sont en hausse, mais c'est pas non plus la fin du monde. Comme dirait l'autre, on a peut-être besoin d'un peu d'inégalité, c'est normal. Sauf qu'on va voir que c'est beaucoup plus vicieux que prévu. Malgré le développement en force du néolibéralisme, c'est vrai que les inégalités ont relativement peu augmenté depuis 1990. La part des revenus du top 10% est passée de 33 à 35%, une hausse modérée qui date clairement de la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron. Mais par rapport à d'autres périodes, les années 50 ou 80 par exemple, bon, ça passe. Encore plus si on compare avec d'autres pays comme les États-Unis. Et effectivement, la plupart des observateurs s'arrêtent généralement ici. Mais pour vraiment comprendre l'escroquerie des inégalités en France, il faut creuser un peu plus loin et regarder les très hauts revenus. Ce qui est assez difficile, il faut bien le reconnaître, parce que ces données sont étonnamment très difficiles à dénicher. Et si pas de données, pas d'informations. La désinformation économique, c'est l'ensemble des stratégies qui consistent à dire seulement une partie de la vérité, exagérer certains exploits au niveau des chiffres des statistiques nationales, sous-estimer certains chiffres qui pourraient être moins flatteurs, publier des pré-publications et après donner moins d'importance aux publications confirmées qui sont en général moins bonnes. C'est tout ce type de stratégie qui aboutit finalement à ce que le public ait une impression plus positive des chiffres nationaux, que ce soit le PIB, le chômage, l'inflation, que sont ces chiffres réellement. Et c'est une pratique qui est finalement répandue dans les économies développées et on ignore ce phénomène très souvent parce qu'on pense que la manipulation des chiffres ne se passe que dans les pays en voie de développement. Or, les pays avancés ont des techniques qui consistent à enjoliver leurs chiffres. On va donc examiner maintenant le monde fermé des très grandes fortunes, autrement dit les revenus moyens par adulte de ceux qui perçoivent plus de 1,5 million d'euros chaque mois. On voit alors que parmi les 50 000 Français aux plus hauts revenus, les 10% les plus fortunés de ce groupe gagnent 11 fois plus que les 50% qui gagnent le moins dans ce même groupe. Ça illustre le fait qu'au sein même des groupes les plus riches, de très importantes inégalités existent. Et en analysant l'évolution des revenus dans le temps, on voit bien qu'il se passe quelque chose de vraiment étrange au niveau des très hauts revenus, qui ont donc beaucoup augmenté ces dernières années. Les 500 000 personnes situées dans la tranche inférieure des 1% les plus riches ont vu leur revenu réel baisser depuis 2008. En revanche, les 5 000 personnes gagnant entre 300 000 et 1 500 000 € par mois ont vu leur revenu réel augmenter de près de 50% en 15 ans. Pour les 500 individus les plus riches, dont les revenus dépassent 1 500 000 € par mois, la progression a été encore plus spectaculaire, le revenu ayant pratiquement triplé sur la même période. Évidemment, cette disproportion a une conséquence majeure. Ça signifie que les ultra-riches ont accaparé la majorité des gains de la croissance des dernières années. À côté de ça, deux groupes n'ont pratiquement rien perçu des fruits de la croissance, les 40% les plus pauvres, mais aussi, étonnamment, les 20% qui gagnent le plus, à l'exception des 1%. Ça signifie que les cadres font aussi partie des grands perdants du macronisme. Les classes moyennes ont perçu à peine 25% des fruits de la croissance, et c'est bien le top 1% qui s'est gavé en captant 70%. Le top 1% s'est arrogé la vaste majorité des fruits de la croissance, et c'est une grosse anomalie si on compare avec les périodes précédentes. Entre 1946 et 2016, la répartition était certes inégalitaire, mais elle se rapprochait en gros de la répartition inégalitaire de l'ensemble des revenus, donc il y avait une certaine cohérence. Si on reprend notre graphe précédent et qu'on regarde ce que ça donne en part des revenus captés par chaque groupe, le problème devient alors très visible. Les ultra-riches ont vu en 2022 leur part se rapprocher de celle des années 1930. Les 200 familles les plus fortunées atteignent même leur record depuis 1945. Si on reprend notre graphique du début, on comprend donc que cette petite hausse-là, elle est en réalité causée que par l'énorme hausse du seul top 0,001%. On va voir un peu plus tard dans la chronique de quoi sont composés ces fameux revenus. Mais pour l'heure, s'il n'y avait qu'un seul graphique à retenir, ce serait celui-ci. On vous le met en description, n'hésitez pas à faire tourner l'information, c'est très important que les gens puissent voir ça.
C'est une réalité qui est systématiquement passée sous silence dans les médias et par les responsables politiques, mais il faut montrer les faits pour ce qu'ils sont. Les gagnants de la politique économique d'Emmanuel Macron, ce sont même pas les riches, ce sont les ultra-riches. Le détournement de la croissance du pays à leur profit est un pur scandale. C'est sans précédent depuis un siècle. Dès que Sarkozy a fait un commentaire sur Emmanuel Macron, au tout début de son premier mandat, il a dit « mais finalement, il va beaucoup plus loin que moi ». Emmanuel Macron devait entamer les cadeaux fiscaux aux plus riches qu'en octobre, alors il a été élu en mai 2017, qu'en octobre 2018. Mais les millionnaires, les riches, se sont dit que ça allait mal se passer, que si on attendait encore un an, il allait y avoir les gilets jaunes. Enfin, ils ne pouvaient pas le dire comme ça, mais effectivement, un an plus tard, c'était les gilets jaunes qui sortaient de derrière les fagots. Et donc, dès 2017, dès octobre 2017, Emmanuel Macron a conçu un impôt spécial riche vraiment intéressant. Donc, il a d'abord supprimé l'ISF, donc l'imposition sur le stock du patrimoine des plus riches. Mais comment est composé ce stock du patrimoine les plus riches? À qui il a véritablement rendu service en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune? Eh bien, c'est aux plus riches des plus riches, dont le patrimoine est composé à plus de 97% de valeur mobilière, c'est-à-dire d'actions, d'argent. Et vous allez voir que l'argument qui voudrait que ces inégalités soient justifiées par le mérite ne tient pas une seconde. Ces ultra-riches ne sont absolument pas récompensés par rapport à leurs compétences exceptionnelles, ni même à leur utilité sociale. Et d'ailleurs, un très bon exemple de ça, c'est l'évolution ubuesque des rémunérations des PDG. Ah, les grands patrons, ces gens bourrés de talent, qui font de la France un Eldorado économique, qui créent de l'emploi, qui encouragent l'innovation. Ces grands patrons injustement ciblés par les populistes et la plèbe vindicative, envieuse de leur réussite. Vous en avez marre d'être critiqués ? Et c'est vrai qu'en un sens, c'est facile de les cibler parce qu'ils incarnent parfaitement les dérives du néolibéralisme et le matraquage idéologique qui va avec. Mais là encore, il y a énormément d'informations qui sont occultées. On a atteint des niveaux d'abus sans précédent dans l'histoire récente. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut et la fonction de ces grands patrons a totalement évolué en à peine un siècle. Aujourd'hui, typiquement, ils sortent des mêmes grandes écoles, ils ont un parcours qui relève plus du copinage et de l'entre-soi que de la montée en compétences. D'ailleurs, la compétence d'un dirigeant, c'est très difficile à mesurer parce que les résultats de l'entreprise relèvent beaucoup plus de décisions stratégiques, de l'encadrement supérieur des différentes directions que de l'apport unique et singulier d'un seul individu. En réalité, ils sont interchangeables et ils ont beaucoup plus une fonction de commercial VRP que de stratège. L'ancien PDG de Renault, Louis Schweitzer, résumait d'ailleurs ça assez bien. Quand j'étais patron de Renault, c'était il n'y a pas si longtemps, je passais 4 ou 5 jours par an avec mes actionnaires. Aujourd'hui, on me dit qu'un dirigeant passe 80 jours par an avec ses actionnaires. C'est pour ça qu'on voit des personnes comme Frédéric Oudéa, ancien conseiller ministériel de Nicolas Sarkozy, passer de la présidence de la banque Société Générale à celle du laboratoire pharmaceutique Sanofi. Les connexions se font, hein. Comme l'explique assez bien le chercheur Anthony Galuzzo, on a fait de ces PDG des quasi-héros en promouvant des récits complètement fantasmés autour d'eux qui justifieraient tout, y compris leur rémunération. Le mythe de l'entrepreneur, c'est un mode de représentation des célébrités entrepreneuriales, une célébrité mondiale portée par des médias en raison de son activité entrepreneuriale et qu'on va célébrer en fait au fil du temps de manière assez similaire, c'est-à-dire c'est un créateur, c'est un génie, c'est un visionnaire, c'est un rebelle. Ce que ça exprime en fait le mythe de l'entrepreneur, c'est tout simplement l'idée d'une démocratie par le marché, d'un individualisme de marché. C'est l'individu qui se prouve sur le marché et qui, en fait, vient constituer une aristocratie naturelle. On a une personne qui est possédée par une idée et qui va lutter seule contre tous pour la faire advenir. Dans l'histoire des inventions, ça ne se passe jamais comme ça. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est-à-dire que dans ces célébrations entrepreneuriales, on célèbre le risque. Or, les entrepreneurs, parmi les célébrités entrepreneuriales que l'on célèbre le plus, sont les entrepreneurs qui prennent des risques avec les fonds des autres. Mais il n'y a encore pas si longtemps, ça aurait été socialement inacceptable. Il faut se rappeler du scandale Jacques Calvé en 1989.
À ce moment-là, le Canard enchaîné avait révélé en pleine grève le salaire mensuel du PDG de Peugeot, en hausse de près de 50% en 2 ans, pour atteindre 185 000 francs, ce qui équivaut à environ 53 000 euros par mois, et c'était 30 fois le salaire d'un ouvrier. En 2023, Carlos Tavares, le patron de Peugeot, devenu Stellantis, a vu sa rémunération croître de 56% en 1 an, pour atteindre 3 millions d'euros par mois, soit 2100 fois le salaire d'un ouvrier. Autrement dit, le salaire d'un PDG de Peugeot a été multiplié par 100 en même pas 35 ans. Vous vous foutez de moi, là? Et c'est qu'un exemple, on peut trouver plein de cas similaires dans d'autres grandes entreprises. Cette hausse vertigineuse des rémunérations des PDG, elle s'explique théoriquement par l'augmentation de la taille des multinationales. Mais il n'y a aucune logique à payer plus le PDG d'une entreprise de 200 000 salariés plutôt que celui d'une entreprise de 50 000 salariés. Et de manière générale, rien ne peut sérieusement justifier le fait que le salaire moyen d'un PDG du CAC 40 soit de 600 000 euros par mois, c'est-à-dire 150 fois le salaire moyen des employés de son entreprise. Ça représente 300 SMIC. Mais il faut savoir que ces rémunérations de patrons du CAC 40 ne sont pas homogènes. En 2022, la rémunération moyenne des dirigeants était de 80 fois celle du salaire moyen dans l'entreprise, mais ça peut monter à 1450 chez Téléperformance ou 450 chez Carrefour. Et si vous pensez qu'on ne peut pas faire pire, rappelez-vous quand même que dans la période 2000-2002, pendant l'exubérance de la bulle Internet avec ses distributions de stock options, c'était le double. Ce qui est étonnant quand même, c'est que les dernières années ont été marquées par un appauvrissement de beaucoup de Français, mais ça n'a pas empêché que l'évolution des rémunérations des PDG ait été 5 à 10 fois plus rapide que celle de l'ensemble des salaires. Alors on entend souvent dire que ces sommes astronomiques viennent en fait récompenser leur haute responsabilité. Mais si on suit cette logique, faudrait payer autant les responsables politiques français ou les hauts fonctionnaires. Par exemple, donner 100 milliards d'euros par an au président de la République, au prétexte qu'il n'a pas déclenché une apocalypse nucléaire dans l'année. Ces sommes sont encore plus scandaleuses quand on voit les tentatives de réduction du coût du travail, les plans massifs de licenciement ou les délocalisations pour gratter le maximum de bénéfices au détriment des travailleurs. Et étrangement, les conseils d'administration des multinationales ne pensent jamais à la compression des salaires patronaux pour faire des économies. Mais en réalité, il y a bien pire que le niveau de la rémunération. Il y a la composition de ces rémunérations. En 2023, elle comprend 20% de fixe, 25% de variables sur objectif et plus de 50% de rémunération généralement en actions. Et c'est ça qui est de loin le plus problématique, parce qu'un PDG est censé gérer de façon équilibrée les différentes parties prenantes de l'entreprise, pas que les actionnaires. Or, le gros problème avec le néolibéralisme et la financiarisation de l'économie, c'est qu'on a transformé le PDG en un super actionnaire, en calquant sa rémunération sur la valeur de l'action. Dans le passé, le PDG recevait une somme fixe tous les mois, disons par exemple 20 000 euros, en échange d'une gestion efficace de l'entreprise. Bon, aujourd'hui, dans l'idée, il serait payé 20 000 euros par mois, et 20 000 euros de plus s'il a de bons résultats, et 40 000 euros de plus si l'action se porte bien à terme. C'est un peu comme si on donnait une prime de résultat de 500 euros au plombier si la fuite est réparée, après l'avoir déjà payé 500 euros pour la réparation. C'est complètement absurde. Et s'il vous plaît, la gifle, c'est combien ? Et au final, ça peut que pousser les PDG à prendre les pires décisions pour satisfaire les marchés financiers et pour faire monter l'action. Même si ça doit passer d'ailleurs par la quasi-destruction de leur propre entreprise, pour peu que la vente à la découpe soit devenue rentable. D'ailleurs, on l'a vu encore très récemment, avec le scandale de la vente du Doliprane par Sanofi. Parmi les éléments qui ont facilité l'explosion de ces rémunérations, il y a l'entre-soi de ce petit milieu des grands patrons, un entre-soi qui a été parfaitement décrit par l'Observatoire des multinationales. Le CAC 40 se caractérise aussi par un degré particulièrement élevé de solidarité entre ses membres. Sa diversité économique a pour pendant une forte cohésion d'un point de vue stratégique et politique. Ses dirigeants savent aussi se serrer les coudes face aux politiques et face aux critiques. Cette solidarité est organisée à travers des organisations thématiques ou bien des organisations de lobbying, comme le MEDEF et surtout l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. S'y ajoutent les liens personnels entretenus dans les cercles de sociabilité des élites, comme le Siècle, le Jockey et autres, et favorisés par le recrutement dans les mêmes grandes écoles, viviers de dirigeants du public comme du privé.
Et il faut ajouter à ça des liens capitalistiques très concrets, par exemple L'Oréal qui possède 10% de Sanofi, ou bien des liens d'administration quand des dirigeants d'entreprises du CAC 40 siègent dans le conseil d'administration d'une ou plusieurs autres entreprises. C'est une vieille tradition, particulièrement marquée en France d'ailleurs. Ça explique aussi l'intérêt de ces entreprises du CAC 40 pour les grands médias français, par exemple avec Bernard Arnault, Dassault ou Bouygues, qui détiennent directement certains d'entre eux, ou même simplement qui maîtrisent la dépense publicitaire dont dépendent ces grands médias pour vivre. Quand vous possédez la maîtrise de l'opinion publique, c'est évidemment beaucoup plus facile de défendre vos petits intérêts privés. Certains groupes n'hésitent pas à user de cette arme des dépenses publicitaires à titre de représailles contre des médias qui leur auraient déplu. Ainsi, en 2021, Total Energy a arrêté d'acheter des espaces publicitaires dans le monde après la publication d'une enquête sur les pratiques du groupe pétrolier au Myanmar. LVMH en avait fait de même quelques années plus tôt, après que le quotidien du soir a osé évoquer le nom de Bernard Arnault à propos des Paradise Papers. Dans ce contexte, ça paraît logique que ces chiffres ne soient jamais clairement communiqués dans l'espace médiatique. Et c'est évidemment sans parler des liens très étroits de ces grands patrons avec le pouvoir en place. D'ailleurs, des événements comme le dîner du siècle, le fameux rassemblement privé et élitiste qui réunit tous les plus gros réseaux d'influence, sont là pour nous le rappeler. Bon alors, les inégalités de revenus, c'est vu. La plus grosse part du gâteau est captée par ceux qui cuisinent le moins, on a compris. Mais on ne peut pas passer à côté d'une autre grande source d'inégalité, les inégalités de patrimoine. Par patrimoine, on entend la valeur de l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne physique ou morale. Il peut s'agir par exemple de sommes d'argent, de biens immobiliers, de voitures, d'actions d'entreprise, etc. Comme pour le revenu moyen, le patrimoine moyen par adulte a été multiplié par 6 depuis 1900, passant de 50 000 € à près de 300 000 € en 2022, tandis que le patrimoine médian, lui, se situe plus autour des 120 000 €. On reprend donc notre ratio Piketty et on l'applique au patrimoine pour obtenir ce graphique. On observe alors 4 grandes périodes en 2 siècles. Jusqu'en 1914, la révolution industrielle et le début du capitalisme moderne ont entraîné une forte hausse des inégalités. Les 10% les plus riches possédaient 300 fois plus que les 50% les plus pauvres. Entre 1914 et 1988, les inégalités ont chuté grâce à l'érosion monétaire et à l'enrichissement des classes moyennes durant les 30 glorieuses. Puis, de 1988 à 2012, les inégalités ont augmenté à nouveau et stagnent maintenant depuis 2013. Bon, là, pareil, on reprend notre représentation de la population en 3 groupes, cette fois-ci selon leur patrimoine, et on obtient ce graphique. Ici, on voit bien que la répartition du patrimoine est bien plus concentrée que celle des revenus. Les 50% de la population les moins riches ne possèdent que 5% du patrimoine contre près de 60% du patrimoine pour les 10% les plus riches. Le bloc central des classes moyennes obtient pour sa part 35%. Mais ce niveau du top 10% est totalement hors norme par rapport à l'évolution des autres déciles. Dans les 30 dernières années, leur patrimoine a presque triplé, essentiellement à cause de la bulle immobilière, alors que rien dans l'économie réelle du pays ne peut le justifier. Si on observe un peu plus finement, on peut apercevoir un net rebond des inégalités dans les années 90-2000, à peu près quand le néolibéralisme a mis l'État au service des plus riches en fait, et depuis 10 ans, les parts de chaque groupe ont assez peu bougé. Grâce aux données de Thomas Piketty et de son équipe, on peut aller encore plus loin et analyser en détail les patrimoines jusqu'au groupe des 500 les plus riches qui possèdent plus de 200 millions d'euros. Et là, on observe le poids écrasant du top 10% et surtout celui de ses différentes composantes. On se rend compte que près de 10% du patrimoine national est possédé par le top 0,1%. C'est à peine 1/1000 de la population. La forte hausse des patrimoines est sans surprise due à la bulle immobilière, mais on constate également une très forte hausse du poids de l'assurance vie et des actions en raison de la financiarisation de notre économie depuis les années 80. Pour ce qui est de la composition de ces patrimoines, elle varie énormément en fonction de la richesse. Les plus pauvres ne possèdent globalement que l'argent déposé sur leur compte en banque. Les classes moyennes ont un patrimoine essentiellement composé de leur résidence principale. Et du côté des classes les plus riches, le top 1%, on retrouve surtout des actifs financiers. Les hauts patrimoines sont donc très concentrés pour une raison en fait assez simple. Ils sont transmis de génération en génération, moyennant un impôt sur les successions assez faible compte tenu du montant impliqué. Aujourd'hui, plus de 70% des patrimoines sont hérités et ce chiffre pourrait même atteindre 80 à 90% dans les décennies à venir. Donc sauf à postuler que le mérite est une composante génétique, ça devient difficile de tenir un discours méritocratique qui serait basé sur la prise de risque individuelle. La méritocratie
En fait, c'est cette idée que la position de chacun dans la société vient sanctionner les qualités et les efforts personnels. Comment démêler ce qui revient à soi, ce qui revient à la famille, ce qui revient aux rencontres, ce qui revient aux institutions. Lorsque quelqu'un est soi-disant en bas de l'échelle sociale avec ses parents et puis va, par ascension sociale, monter sur le podium le plus haut, bien, nous voyons bien qu'il est impossible de démêler la part qui leur revient et la part qui revient à l'environnement, à l'entourage, aux rencontres. Et donc, je dirais que quand quelqu'un affirme qu'il a du mérite, je dirais que c'est un ingrat, parce qu'il oublie finalement tout ce qu'il a tissé, tout ce qu'il a constitué, tout ce qui lui a fait la courte échelle d'une certaine manière. Comme le dit Paul Pasquali, on n'a pas affaire à une méritocratie, mais à une héritocratie, et que l'égalité des chances, c'est un leurre. Notre société contemporaine a largement battu le record historique de la proportion d'individus qui ont reçu en héritage l'équivalent d'une vie entière de travail des classes populaires. C'est un chiffre qui s'élève à 13%. D'ailleurs, c'est aussi ce qui explique la forte différence entre les individus ayant de hauts revenus et ceux ayant de hauts patrimoines. Il n'y a qu'environ 15% de probabilité qu'une personne appartenant au top 1 des revenus appartienne également au top 1 des patrimoines. Quoi qu'il en soit, retenez bien ça, 60% du patrimoine, donc du capital, aujourd'hui est détenu par le top 10% de la population et 25% du patrimoine est capté à lui seul par le top 1%. C'est absolument colossal. Mais c'est pas tout, parce qu'une des caractéristiques du capital, c'est de pouvoir faire des petits en générant des revenus via les loyers, les intérêts, les profits, les dividendes, etc., etc. Au niveau national, les revenus du capital représentent environ 20% de l'ensemble des revenus. Comme seulement une petite minorité de personnes détiennent beaucoup de capital, elles vont donc percevoir beaucoup de revenus du capital. D'ailleurs, ça représente même la majorité des revenus à partir du top 0,5%. Et comme toutes ces personnes ne peuvent pas dépenser toutes les sommes qu'elles reçoivent, elles sont donc amenées à épargner cet argent excédentaire. Ces excédents de revenus créent ensuite du nouveau capital, qui va lui-même créer de nouveaux revenus du capital, la boucle est bouclée. Et évidemment, tout ce processus d'enrichissement se produit en surplomb de l'économie réelle, ça nourrit des bulles spéculatives sur le marché secondaire, sans ne jamais ruisseler nulle part, voir ces sommes astronomiques se constituer sans effort, sans utilité, sans redistribution, pendant que des millions de Français subissent un déclassement important, c'est absolument intolérable. Le principe est très simple. Ce qui est compliqué en soi, c'est pas la pauvreté, c'est l'appauvrissement. Et moi, je ne veux pas que les gens dans mon pays s'appauvrissent, c'est tout. Et surtout, quand l'appauvrissement il vient du fait qu'on a des gouvernants qui sont des incapables depuis des années, qui n'ont pas du tout fait les politiques économiques qu'on aurait dû faire pour maintenir la prospérité du pays, et qui maintenant qu'il faut gérer l'appauvrissement par leur faute, sont en train de faire payer l'addition à tous les autres, et eux continuent de s'augmenter et de bénéficier très largement de leurs privilèges. Maintenant, regardons d'un peu plus près le taux de rendement du capital. Historiquement, ce taux a connu d'importantes fluctuations pour atteindre environ 1% en France ces dernières années. Mais il y a en réalité des disparités importantes en fonction du type de capital. Par exemple, l'immobilier est très rentable depuis 1995, pareil d'ailleurs pour les actions et actifs professionnels qui offrent en général de meilleurs rendements. Et plus on est riche, plus le taux de rendement du capital est élevé. Les 10% les plus riches voient leur capital augmenter d'environ 5% par an, tandis que 90% de la population doit se contenter d'un rendement d'environ 2%. C'est un système qui tend mécaniquement à enrichir toujours plus ceux qui ont de l'argent, en créant un cercle vicieux où les patrimoines des riches augmentent plus vite que la croissance économique, souvent d'ailleurs entre 2 et 4 points de plus. Et pour Thomas Piketty, ce phénomène où le taux de rendement du capital dépasse significativement le taux de croissance, ça a été la norme historique et ça pourrait redevenir le modèle dominant au XXIe siècle. Et c'est malheureusement une dynamique qui explique en grande partie la persistance, voire l'aggravation des inégalités de patrimoine qu'on observe au fil du temps. Le point important, c'est que quand on a une croissance qui n'est que de 1 ou même 1,5 ou 2% par an, et on voit que même ça actuellement c'est difficile à obtenir, le fait est que avec un rendement ne serait-ce que de 5%, ça veut dire que les patrimoines issus du passé naturellement se recapitalisent plus vite, progressent plus vite que le rythme de croissance de la production. Le passé dévore l'avenir un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une importance pour les patrimoines issus du passé qui devient démesurée. On l'a oublié pendant longtemps parce que pendant les 30 Glorieuses, comme la croissance était de 5% par an,
Bon, finalement, tout ça s'équilibrait un petit peu. Il était possible de rentrer dans le jeu uniquement avec son travail, simplement aussi parce que les patrimoines issus du passé avaient eux-mêmes subi des chocs terribles. Donc ce long XXe siècle, avec d'abord les chocs liés aux guerres, ce sont vraiment les guerres qui ont fait table rase du passé, en quelque sorte, au XXe siècle, hein, donc d'une façon tragique. Et puis après, la longue phase de reconstruction nous a fait perdre de vue cette réalité. C'est vrai qu'une croissance de 1%, c'est mieux que 0%, mais ça suffit pas pour équilibrer ce processus par lequel les fortunes, une fois constituées, se reproduisent plus vite justement que la croissance. Et si rien n'est fait, si aucune politique sérieuse n'est adoptée pour rééquilibrer la situation, les inégalités de patrimoine vont continuer à exploser, ce qui augmentera aussi par ricochet les inégalités de revenus. Et sachant que tous les indicateurs économiques sont dans le rouge, on ne peut qu'imaginer l'insoutenabilité d'une telle société. Tout ce qui vient d'être dit dans cette chronique provient de 3 grosses analyses graphiques publiées sur notre site. C'est une enquête qui nous a pris un temps colossal, je le répète, mais ces données essentielles sont totalement dissimulées par l'INSEE et les responsables politiques. C'est une horreur pour les retrouver. Et comme vous l'imaginez, c'est pas les médias soumis à leurs propriétaires milliardaires qui font ce travail démocratiquement indispensable. C'est uniquement grâce à votre soutien, grâce à vos abonnements sur notre site qu'on peut se permettre de faire ça. Si vous voulez qu'on continue ce type d'investigation, abonnez-vous, vous êtes les seuls à pouvoir assurer notre indépendance. On vous met également en lien les 3 articles, vous verrez, ils sont encore plus fournis, plus complets que cette chronique. Allez y jeter un œil et surtout partagez tout ça autour de vous pour que ces chiffres puissent se diffuser massivement. Merci pour tout, à samedi prochain.